الخير واللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Au lendemain d'un raid aérien contre une cible du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, Benyamin Netanyahou affirme que son pays fait tout ce qui est nécessaire pour défendre la sécurité d'Israël, sans pour autant confirmer ou démentir l'attaque. Michel Sleiman reçoit les ambassadeurs des pays qui participent à la conférence de Paris. Le groupe international de soutien au Liban doit se réunir le 5 mars dans la capitale française. Objectif, aborder les mesures nécessaires pour soutenir Beyrouth sur les plans politiques, économiques et militaires. L'ancien ministre de l'Habitat, Ebrahim Mahlab, nommé Premier ministre en Égypte au lendemain de la démission du cabinet de Hazem El-Beblaoui. Et à suivre également dans ce journal, le Parlement ukrainien vote à une large majorité le renvoi du président destitué Viktor Yanukovych devant le tribunal de La Haye pour crimes graves, alors que la situation politique et économique en Ukraine reste précaire. Israël a frappé cette nuit une cible du Hezbollah à la frontière libano-syrienne. Cependant, pas moyen de dire si cette cible se trouve à l'intérieur du territoire syrien ou libanais ou quelle en est la nature. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'objectif est une base de missiles appartenant au Parti de Dieu qui combat les rebelles de Syrie aux côtés de l'armée du régime de Bachar el-Assad. Israël cherche à empêcher tout renforcement militaire du Hezbollah à la faveur de la crise syrienne. Benyamin Netanyahou a d'ailleurs affirmé que son pays fait tout ce qui est nécessaire pour défendre la sécurité d'Israël, sans pour autant confirmer ou démentir le raid. Ni le Hezbollah, ni les gouvernements libanais ou syriens n'ont reconnu officiellement cette attaque. Les médias israéliens ont néanmoins laissé entendre qu'il s'agit bien d'une opération d'Israël. Ils ont ainsi rapporté des propos tenus lundi par le chef d'état-major, le général Benny Gantz, qui a mis en garde contre des transferts d'armes de Syrie au Liban à destination du Hezbollah. Michel Sleiman a reçu une délégation regroupant les ambassadeurs des pays qui participent à la conférence de Paris. Le groupe international de soutien au Liban doit se réunir le 5 mars dans la capitale française. Le chef de l'État a appelé à l'adoption de la déclaration ministérielle et au vote de confiance du Parlement avant le 5 mars. Selon lui, la réunion de Paris vise à évaluer ce qui a été réalisé depuis la réunion du groupe d'appui au Liban qui a eu lieu en septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle doit également aborder les mesures nécessaires pour soutenir Beyrouth sur les plans politiques, économiques et militaires, ainsi que les dossiers des réfugiés syriens. Le groupe international de soutien a été mis en place l'an dernier pour aider le Liban à faire face au conflit en Syrie voisine. Il doit en principe offrir un soutien financier, politique et sécuritaire au pays du Cèdre, qui accueille désormais plus d'1 million de réfugiés syriens. 2 autres conférences auront lieu à Rome et en Allemagne pour octroyer des aides à l'armée libanaise. Michel Sleiman a assuré que les discussions autour de l'aide saoudienne octroyée à l'armée se déroulent bien entre les parties saoudiennes et françaises. La conférence à Rome devrait aider la troupe dans le contrôle des frontières, le maintien de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. L'armée a publié le portrait d'un homme recherché pour crimes graves. Il s'agit de Mohamed Abdelrahman, un Syrien qui s'est échappé de la prison de Roumieh hier à l'aube avec 2 de ses co-détenus qui, eux, ont été localisés et arrêtés par l'armée. Le commandement militaire appelle toute personne susceptible de le reconnaître à contacter le 1701 ou à en informer la caserne militaire la plus proche. Le bureau de renseignement des forces de sécurité intérieure a arrêté un ressortissant libanais sous le coup de mandat d'arrêt pour fabrication de charges explosives à tir au Liban Sud. Le suspect aurait transporté des armes et des munitions. Ebrahim Mahlab, ministre du Logement dans le gouvernement égyptien sortant, a été nommé Premier ministre. Une nomination au lendemain de la démission du gouvernement de Hazem El-Beblaoui. Le choix du prochain ministre de la Défense pourrait donner des indices sur la date à laquelle le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, numéro 1 de l'armée et titulaire du poste dans le gouvernement sortant, annoncera sa probable candidature à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu d'ici avril. L'officier doit renoncer à ses fonctions au sein de l'exécutif pour pouvoir se présenter.
Angela Merkel emmène son gouvernement à Jérusalem. La chancelière allemande et 16 de ses ministres ont participé hier à un sommet bilatéral avec le cabinet de Benjamin Netanyahou. Économie, processus de paix au Proche-Orient ou encore programme nucléaire iranien ont été les principaux sujets de discussion. Sur ce dernier dossier, le Premier ministre israélien a indiqué à son homologue allemande que le programme de Téhéran représente à ses yeux la principale menace pour la sécurité du monde. Il dit vouloir empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Angela Merkel a quant à elle dit à son hôte qu'elle veut aider à faire avancer les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Direction la Turquie où les services du Premier ministre assurent que les enregistrements diffusés sur YouTube d'une voix attribuée à Recep Tayyip Erdogan sont des faux. On y entend la voix attribuée à Erdogan dire à celui qui est présenté comme son fils Bilal de faire disparaître de chez lui d'importantes sommes d'argent. La voix à l'autre bout du fil déclare qu'il lui reste à faire disparaître 30 millions d'euros. Cet enregistrement aurait eu lieu à la mi-décembre, le jour même où a éclaté une enquête pour corruption qui a éclaboussé le gouvernement. Un proche conseiller du Premier ministre a accusé le réseau Hizmet de l'imam turc Fethullah Gülen d'avoir pratiqué des milliers d'écoutes téléphoniques illégales en Turquie dans le but de déstabiliser le gouvernement. Dans un instant, direction la France pour un détour gastronomique. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. En Ukraine, la formation du gouvernement de transition repoussée. Les décisions se tiendront jeudi au lieu de ce mardi comme prévu. Le président par intérim l'a annoncé aux parlementaires ce matin. Au cours de cette même séance, la Chambre des députés a voté à une large majorité le renvoi du président destitué Viktor Yanukovych devant la Cour pénale internationale. Reportage. Le temps de la transition s'annonce délicat en Ukraine. La Rada, le Parlement ukrainien, devait désigner ce mardi un Premier ministre à la tête d'un gouvernement intérimaire. Le processus a été repoussé à jeudi. Je m'adresse aux dirigeants des fractions et des groupes parlementaires et je vous demande de faire en sorte que le vote ait lieu jeudi. Il faut que la décision soit prise jeudi. On ne peut pas attendre plus longtemps. Mener des consultations jour et nuit, mais il faut que ce soit transparent. L'étau se resserre autour de Viktor Yanukovych, déjà poursuivi pour meurtre de masse. La Chambre des députés a voté ce mardi à une large majorité le renvoi du président destitué devant la Cour pénale internationale. Les parlementaires souhaitent qu'il soit jugé pour la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière à Kiev. D'autres responsables ukrainiens sont également dans leur ligne de mire. L'ex-ministre de l'Intérieur Vitaly Zakharchenko et l'ancien procureur général Viktor Pshonka, toujours en fuite, sont accusés d'être liés aux violences policières contre les manifestants. Entre-temps, le ballet diplomatique se poursuit à Kiev avec l'arrivée du numéro 2 de la diplomatie américaine, William Burns, pour soutenir les nouvelles autorités et plaider pour un redressement politique et économique de l'Ukraine. Car le pays aurait besoin de 35 milliards de dollars pour boucler son budget jusqu'en 2015. L'Europe peut aider, elle ne peut aider que si le Fonds monétaire international lui-même aide, et il serait normal que l'ensemble des partenaires, y compris la Russie, puissent aider. On parle de plus en plus, je ne sais pas si c'est ça qui va avoir lieu, d'une conférence des donateurs. En tout cas, il faut se pencher très très vite sur la situation économique de l'Ukraine. L'Ukraine est en Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, il ne faut pas opposer d'un côté la Russie, de l'autre l'Union européenne. Il faut que l'Ukraine puisse travailler à la fois avec la Russie et avec l'Union européenne. Et je pense que si les Ukrainiens prennent cette attitude, et nous aussi, les Européens, eh bien, les Russes, en tout cas je l'espère, vont maintenir un soutien à un pays qui est très important pour eux. Moscou, qui a accusé hier les Occidentaux de se livrer à des calculs géopolitiques unilatéraux, adopte ce mardi un ton plus conciliant. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il est dangereux et contre-productif de forcer l'Ukraine à faire un choix entre soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Nous avons confirmé notre position de principe qui est de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Nous espérons que tout le monde s'en tiendra à la même logique et utilisera ses contacts avec les diverses forces politiques en Ukraine pour permettre d'apaiser la situation et ne pas tenter de tirer certains profits à une étape où l'on a besoin d'un dialogue national et pour que la situation rentre dans le cadre légal.
Le chef de la diplomatie russe s'est par ailleurs prononcé contre la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 25 mai. Pour Moscou, cela va à l'encontre de l'accord de sortie de crise signé à Kiev la semaine dernière et qui fixe la tenue du scrutin après l'adoption d'une réforme constitutionnelle prévue d'ici à septembre. Les Occidentaux ne cachent pas non plus leurs craintes depuis plusieurs jours pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils redoutent que la crise des derniers mois n'ait creusé le fossé entre l'Est russophone et l'Ouest nationaliste. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a nommé un envoyé spécial pour l'Ukraine et proposé de créer un groupe de contact international pour gérer cette période de transition. Pendant ce temps, à Maïdan, la foule continue de rendre hommage aux morts sur la place de l'Indépendance. Au moins 82 personnes ont été tuées la semaine dernière. La grande majorité sont des manifestants tués par balles. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, le nouveau président du Conseil italien a obtenu cette nuit la confiance du Sénat, avant celle sans doute de la Chambre des députés prévue aujourd'hui. Matteo Renzi a convaincu les sénateurs par 169 voix contre 139 en évoquant un ambitieux calendrier de réforme du système électoral à la justice en passant par une nette réduction du coût du travail. Et alors que l'euroscepticisme gagne l'Italie, Matteo Renzi va à contre-courant. Au Nigeria, des miliciens de la secte islamiste Boko Haram ont attaqué un pensionnat cette nuit, tuant 43 élèves. L'école a été incendiée et de nombreux élèves ont péri dans les flammes. Des attaques similaires ont fait des dizaines de morts dans la même région l'an dernier. Le nom du groupe islamiste signifie « l'éducation occidentale est interdite par le Coran » et les islamistes ont attaqué de nombreuses écoles dans le nord du Nigeria depuis le début de leur insurrection en 2009. Et puis en Irak, 7 soldats et policiers ont été tués dans 2 attaques, notamment un attentat suicide à Ramadi, près du siège du conseil de la province d'Al-Anbar. Des zones de cette région sont tombées début janvier sous le contrôle d'insurgés. Des combattants anti-gouvernementaux se sont emparés début janvier de certains quartiers de Ramadi, de même que de la totalité de la ville de Fallujah, respectivement à 100 et 60 km à l'ouest de Bagdad, la capitale. Un défi pour les forces de sécurité et le gouvernement irakien. Il s'appelle Arnaud Lallemand. Ce chef de 39 ans vient de décrocher sa 3e étoile Michelin pour sa cuisine vouée au culte du champagne. Arnaud Lallemand a grandi dans le restaurant familial L'Assiette Champenoise, près de Reims, avant de faire ses classes dans d'autres cuisines prestigieuses et de revenir chez lui décrocher une 1re étoile en 2001, puis une 2e en 2005 et enfin la 3e étoile cette année. Selon les critères du célèbre Guide Rouge, cette 3e étoile récompense une cuisine remarquable qui vaut le voyage, avec une mention spéciale pour l'extraordinaire qualité de ses sauces. Le classement en 2014 comprend 79 2 étoiles, dont 6 nouveaux, et 504 1 étoile, dont 57 nouveaux, parmi les 4384 restaurants recommandés en France. Arnaud Lallemand fait désormais partie des 27 chefs triplement étoilés de France. Il explique avoir les pieds enracinés dans la vigne. Son objectif, cuisiner des plats qui se marient avec le champagne. Écoutez-le. C'est que du bonheur, c'est un long chemin où on a travaillé en équipe, où j'ai été soutenu par une région qui est la Champagne, j'ai été soutenu par des convives qui sont venus nous rendre visite midi et soir pendant de très longues années et tout. Et aujourd'hui, cette 3e étoile-là, je leur dédie à eux tous. On s'attendait, on l'espérait, mais là je le ressens, je suis tremblotant. C'est une joie, une satisfaction, on a travaillé dans ce sens, on a travaillé pour et c'est une grande satisfaction. Je suis très heureux, oui, parce que c'est quand même le but recherché d'avoir une étoile. Ça montre qu'on fait du bon travail. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Au lendemain d'un raid aérien contre une cible du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, Benjamin Netanyahou affirme que son pays fait tout ce qui est nécessaire pour défendre la sécurité d'Israël, sans pour autant confirmer ou démentir l'attaque. Michel Sleiman reçoit les ambassadeurs des pays qui participent à la conférence de Paris. Le groupe international de soutien au Liban doit se réunir le 5 mars dans la capitale française. L'objectif, aborder les mesures nécessaires pour soutenir Beyrouth sur les plans politiques, économiques et militaires. En Égypte, l'ancien ministre de l'Habitat, Ibrahim Mahlab, nommé Premier ministre au lendemain de la démission du cabinet de Hazem El-Bablaoui. Et puis le Parlement ukrainien vote à une large majorité le renvoi du président destitué Viktor Yanukovych devant le tribunal pénal international de La Haye pour crimes graves, alors que la situation politique et économique en Ukraine reste précaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth
Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. اللي بيفكر واللي بيقتل المدنيين مجرم.